Pierre Barnérias, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. Donc on est ici à Stockholm. On a une grande chance de te rencontrer ici. Tu es venu jusqu'à Stockholm. Tu peux nous dire deux mots pourquoi tu es venu jusque-là? Parce que c'est une grande joie. D'abord, c'est une grande joie de venir dans un pays qui a vécu une expérience différente des pays du reste de l'Europe. C'est un pays qui n'a pas confiné, même si ce pays n'a pas suivi le traitement, le fameux hydroxychloroquine. Mais enfin bon, c'était quand même intéressant de venir ici, de voir des gens non masqués, de voir des gens qui ont le sourire, de voir de vrais visages, de voir un petit peu d'humanité dans une Europe recroquevillée sur elle-même, complètement sclérosée, avec des masques partout et des boutons sous les masques. Donc toi tu as produit, tourné, monté le film Hold Up. Voilà. Désolé, c'était un pas de côté. Non, je suis pas désolé, c'était un pas de côté, mais voilà, ça a été 3 mois, 4 mois intenses de tournage. Parce que voilà, moi je suis foncièrement journaliste, je déteste les injustices. Et quand j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait et que j'avais tellement de questions qui étaient restées sans réponse, j'ai décidé de faire ce pas de côté, parce que c'était un pas de côté. J'étais en train de travailler sur 2 autres dossiers pour le cinéma, parce qu'en fait depuis 10 ans je travaille que pour le cinéma. Mais là j'étais tellement un peu agacé, voire même révolté de voir qu'il y avait des questions tellement énormes et qui restaient toujours en suspens, que j'ai décidé d'essayer de comprendre la situation. Donc ce Hold Up, c'était juste un film qui essayait de poser les faits sans chercher à convaincre. C'est juste en montrant des faits et puis après à chacun de les interpréter. Je pense qu'on est assez grand aujourd'hui, hein. On nous infantilise un petit peu de partout. Je pense qu'on est assez grand de savoir quoi penser sur telle ou telle situation. En tout cas, on vit une situation qui est historique, unique au monde, et ça serait peut-être bien de se poser les bonnes questions. Ça a été un pas de côté et en même temps ça s'est pas tout à fait passé comme prévu parce que la sortie était prévue en fait au cinéma. Ouais. Finalement ça s'est fait sur internet parce que les cinémas étaient fermés. Et puis ça s'est fait de manière virale, explosive presque, hein. Comment Ça, tu as ressenti ça? ça s'est fait de façon violente. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, le film s'est retrouvé sur Internet parce que nos gentils contributeurs, on a envoyé le film 5 jours avant la sortie officielle. Et les contributeurs étaient tellement contents du film qu'ils l'ont diffusé partout, ils l'ont balancé avec le mot de passe sur Internet, donc je ne peux pas leur en vouloir, hein, parce que voilà, peut-être que j'aurais fait la même chose en pensant que, voilà, que le film était complètement payé, et ils ont quand même, ces contributeurs ont permis de financer le film un peu plus pour moitié, mais voilà, il restait encore à financer ce film. Et puis encore une fois, nous on avait vraiment envie de le sortir dans un vrai rouage, dans un vrai, en SVOD, et voilà, et ça n'a pas pu se faire. Enfin, si, ça s'est fait, mais en 24 heures après, le film a été censuré par une plateforme américaine qui s'appelle Vimeo, et sans aucune explication. C'est juste, là je pense que ça doit être une première mondiale. C'est ça, il y a eu la censure et en même temps il y a eu aussi le tsunami médiatique presque Il un y a eu peu. la censure, et il y a eu surtout le fait que le film était comme ça, partagé un petit peu sur tous les réseaux sociaux, donc tout le monde a pu avoir accès à lui. Donc les journalistes, ils ont regardé une version qui n'était pas terminée, parce que c'était une copie de travail qu'on a envoyée comment ça s'appelle, aux contributeurs, qui était quasiment finie. Attention, il ne faut pas exagérer, mais j'ai continué de tourner le 8 novembre, donc pour une sortie le 11 novembre. Donc on avait envoyé le 6 novembre le film aux 5300 contributeurs. Moi, pendant ce temps-là, j'ai terminé de faire. Et le film, quand il est sorti le 8 décembre, le 8 novembre, non, le 11 novembre, pardon, voilà, il y a eu un tsunami médiatique sur la base d'un film que les journalistes n'avaient pas vu, parce que le film, ils se sont appuyés sur cette copie de travail qui a été diffusée à partir du 6 novembre, qui n'était pas complètement terminée. Et forcément, le 12 novembre, il y a eu un article dans Libération, dont je me souviens, le virus du complotisme, ou du complotisme, ouais, du complotisme. C'était assez amusant, quoi. Assez amusant de voir que, voilà,
le virus du complotisme faisait la pleine page de Libération, alors que je pense que ce même journal a, a été le virus de la peur, a partagé le virus de la peur pendant plus de 10 mois sans faire la une avec ce titre, le virus de la peur, ça aurait été bien. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, moi, je suis juste dans le constat, je ne suis pas dans le jugement. Et par rapport aux médias, comment tu as réagi? Il y a eu quand même beaucoup de sollicitations pour ta prestation, il y a eu même des débats qui ont été organisés. Quel est Non, ton ressenti par rapport à ça? non, il n'y a pas eu beaucoup de sollicitations. Oui, j'ai été sollicité par les journaux de presse écrite, par Le Monde, par La Croix, auxquels j'ai pas répondu. Pour une raison simple, c'est que d'abord j'étais tellement atterré de voir le déchaînement de violence qu'a suscité juste un film qui était là juste pour nourrir le débat, pour l'ouvrir, et non pas pour le fermer. Et puis non, curieusement, si j'avais été sollicité pour une intervention sur une chaîne de télévision en direct, j'étais bien en direct, j'aurais dit oui. J'ai accepté malheureusement une invitation voilà, qui a été en différé sur M6, enfin sur W9. Voilà, bon, c'était juste voilà, une grosse manipulation, mais c'est pas grave. Voilà, maintenant je saurais que définitivement je refuserai toute sollicitation, toute interview non, non en direct, enfin, de la part de chaînes de télé. Puis après, voilà, c'est, ouais, c'est questionnant quand même. Parce qu'il n'y a aucune chaîne de télévision qui m'a dit bah, écoutez, venez vous exprimer en direct sur un plateau. Je pense que là, il n'y aurait aucun problème. Voilà, si j'ai pas accepté, tellement j'ai eu le malheur d'accepter cette prestation sur W9, où voilà, j'ai pas pu en placer une, tout a été coupé, saucissonné, enfin bref. Il y a eu les ciseaux qui ont bien, bah forcément l'enregistrement a duré 1h20, ils en ont sorti à peine 30 minutes. Et bon, bah, j'ai pas pu parler, c'est pas grave. J'ai essayé d'être stoïque dans la tempête. Et puis après, on verra bien, quoi. En tout cas, oui, c'est étonnant le déchaînement qu'il y a eu, qui montre bien que c'est tellement irrationnel qu'on s'est dit, mais moi je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est un film qui était juste là pour. En plus de ça, tout a été sourcé, et quand vous vous rendez compte, quoi, 3 mois, non, un mois après, bah, que tout ce qui a été écrit dans le film, bah oui, je maintiens, je signe, je persiste, tout ce qui est raconté dans le film, enfin, tous les faits sont sourcés, donc ils sont réels, c'est pas moi qui les ai inventés. Maintenant, c'est un documentaire cinéma, donc avec un point de vue, c'est comme si vous avez demandé à Michael Moore de dire, bah, attendez, 9/11, Fahrenheit 9/11, vous êtes un complotiste. Ah, voilà, moi j'ai taxé de complotiste et pire, d'antisémite. C'est tellement surréaliste que j'ai même pas envie de répondre à ce genre d'accusation. Par contre, si, ces personnes-là devront y répondre devant les tribunaux, mais ça, c'est pas moi qui vais m'en charger, parce que là, il faudra montrer en quoi, un, ce film est complotiste, et deux, en quoi ce film est antisémite. Enfin, c'est juste du délire. C'est un vent de folie qui s'est emparé des médias, là, je pense. C'est aussi un vent de folie qui s'est emparé du public parce qu'il y a eu des millions de vues quand même en très peu de temps. Est-ce que tu as eu un peu des retours du public directement? Parce que là, on a les retours des médias, de la censure, enfin voilà, de certains organismes, mais le public vraiment, qu'est-ce qu'il a pensé de ce Ah film? bah, Tu as eu des retours? c'est grâce à lui que, voilà, que je suis encore debout, parce qu'il a été immense de bienveillance. Il a été. Moi, là, j'ai reçu hier encore une fois une petite céramique d'un petit virus, un coronavirus, mais avec des grands yeux. Enfin, j'ai trouvé ça super mignon. On a reçu d'un apiculteur, je sais pas, 15 pots de miel. Enfin, on a une dizaine, enfin une vingtaine de lettres tous les jours qui nous remercient d'avoir fait ce film. Donc, on se dit que voilà, que bah, ça n'a pas été pour rien, quoi. C'est ça, ça a quand même beaucoup contribué au débat public. Ça a finalement ouvert un débat malgré qu'il ait été Absolument, avec une tentative de refermer ce débat, absolument. mais il a vraiment été ouvert. Ça l'a ouvert. Ça l'a ouvert. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on en débatte, quoi, calmement, sans prendre le parti de l'injure, sans prendre le parti de l'insulte, sans vociférer comme la presse a vociféré, avec aucun argument. Le complotisme, c'est l'argument de ceux qui n'en ont pas. Voilà, vous dites vous êtes complotiste, vous êtes antisémite, voilà, ça clôt le sujet, dégagez, on vous parle plus. Il n'y a aucun média qui a voulu débattre vraiment. Pas à ma connaissance, non. Non, non, mais réellement, si j'ai refusé une invitation de TMC,
pour la même raison, c'est que c'était en différé et je venais d'être lynché en direct, pas en direct, mais en différé sur M6, j'ai dit stop, quoi. Donc maintenant, voilà, je choisis les. Si demain on m'invite, demain puis moi j'ai envie voilà, j'ai fait ce film-là, c'était un pas de côté. J'ai un autre film en cours, j'ai 2 autres films en cours que j'ai hâte de terminer et qui devraient être aussi intéresser le grand public. Voilà. C'est ça l'avenir, comment est-ce que, après Non, toutes bah, ces aventures, l'avenir, comment est-ce qu'il est? l'avenir, bah, moi je continue, hein, je continue. J'ai la chance d'avoir des gens qui vont au cinéma pour voir mes films. Donc je suis soutenu par une communauté qui m'aide à faire mes films. Je suis 100% indépendant, je suis libre de tout parti politique, je n'ai aucune appartenance, aucune obédience, je suis libre, libre. Ça, ça a un prix, mais voilà. Donc j'ai la chance encore une fois d'avoir des gens qui me soutiennent, qui aiment les films, qui aiment la façon dont j'ai de questionner le monde. Moi, je suis juste ce que j'ai l'habitude de dire, je suis un ramasse-miettes. En tant que journaliste, ancien journaliste, parce que maintenant j'ai plus de carte de presse, puisque je travaille pour le cinéma, même si ce sont de véritables enquêtes, je suis juste un ramasse-miettes. Je ramasse les miettes que je trouve, j'essaye de les sélectionner pour en prendre les plus belles et pour les faire partager, c'est tout. So what? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne cherche pas à convaincre. Tous les journaux cherchent à convaincre. Libération, Le Monde, l'AFP, même l'AFP qui devrait avoir un statut de factuel, sujet, verbe, compliment, pas d'adjectif. Ben là, si, ils tombent avec des adjectifs, ils font une information qui est tout sauf du journalisme. Et ça m'inquiète, vraiment. Parce que moi, je suis très attaché à ce métier. Voilà, ça fait quand même 30 ans que je l'exerce. Même si depuis 10 ans, encore une fois, comme je fais mes enquêtes pour le cinéma, bon, moi, ma carte de presse, elle ne m'a jamais servi elle m'a servi à rien. Je m'en moque complètement et c'est pas le fait que vous ayez une carte de presse qui fait de vous un bon journaliste. C'est juste le fait, si vous avez de l'empathie, si vous savez écouter, si vous savez entendre, si vous savez rapporter, remettre en scène une information, voilà ce qu'on demande à tout journaliste. On ne demande pas à un journaliste de dire ça c'est bien, ça c'est mal, d'être les grands moralisateurs de la vie publique comme ils le sont aujourd'hui. On attend juste un journaliste qui nous donne l'info. Point. Pas la peine d'en rajouter. Qu'est-ce qu'il faut justement pour l'avenir du journalisme aujourd'hui? Savoir écouter. On a 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que. Voilà. Savoir écouter et bien retranscrire l'information, pas la tronquer. Et puis allez la chercher. Punaise, mais faites une enquête. Comment expliquez-vous que un an après, quasiment un an après le début de cette pandémie, on connaît toujours pas l'affaire du Lancet. L'affaire du Lancet, c'est quand même énorme ce qui s'est passé. On a empêché aux médecins de prescrire, c'est également unique. C'est la première fois qu'il y a eu un confinement. Allez chercher dans les dégâts du confinement, de toutes ces mesures sanitaires qui ont tué des milliers de personnes. On a parlé, alors moi j'ai parlé du Rivotril, qu'on a piqué des gens au Rivotril. J'ai des témoignages dans mon film, c'est pas moi qui raconte, ce sont des témoignages de personnes qui racontent que voilà ce qui s'est passé dans les EHPAD. Alors, aujourd'hui, ça commence à sortir dans les médias mainstream, mais quand même, faites des enquêtes. Faites vous-même des enquêtes sur les dégâts de cette gestion catastrophique, de cette crise pandémique. Ah, voilà. Il y a du boulot, hein. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que moi, j'ai pas vu un seul magazine d'investigation sortir sur les dégâts du confinement ou les dégâts de toutes ces mesures complètement liberticides et qui je suis intimement convaincu, mais ça c'est à titre personnel, je pense que les dégâts collatéraux ont été beaucoup plus importants que les morts du Covid, quoi. J'en suis intimement convaincu. Le nombre de suicides, le nombre de gens, le nombre d'enfants qui ont été massacrés, le nombre de femmes battues qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints, le nombre de cancers aujourd'hui qui sont irrattrapables parce qu'ils n'ont pas été soignés à temps, le nombre d'arrêts cardiaques qui n'ont pas été pris et qui n'ont pas pu être sauvés. Enfin, ça a été une catastrophe, cette gestion de pandémie. Aujourd'hui, on est à Stockholm. Peut-être un dernier mot juste sur ce sommet finalement qui a été organisé avec des personnalités très différentes dont tu fais partie. Est-ce que tu veux peut-être juste dire un mot là-dessus? Magnifique. Ouverture d'esprit. Voilà, il y a un vrai mouvement qui est en marche aujourd'hui. Quand j'ai rencontré le témoignage
de ce fameux anesthésiste réanimateur, Pascal Sacré, qui a été viré comme un malpropre alors qu'il est reconnu par ses pairs comme étant un réanimateur exemplaire. Ben oui, là vous êtes obligé de vous dire il y a quelque chose qui tourne pas rond. Enfin, il n'y a pas que ça, c'est tellement évident aujourd'hui. Donc oui, non, je pense que je suis très optimiste. Je pense que il y a beaucoup de gens qui sont obligés malheureusement de baisser la tête parce que la peur de l'amende, parce que ceci, parce que cela. Mais ce fameux virus a vraiment semé la division. Et il y a eu vraiment la peur qui a été fabriquée, mais d'une façon réelle et concrète. Sur l'origine du virus, ça reste un débat. Moi, dans mon film, je montre qu'il y a quand même une personne qui a émis l'hypothèse que ce virus était vraiment fabriqué et qui a même porté plainte contre l'Institut Pasteur. Eh bien, laissons faire la justice. Allons jusqu'au bout. Mais en tout cas, la peur, elle a été fabriquée. Et ça, c'est d'une façon certaine. Pierre, au nom des millions de personnes qui ont vu ton documentaire, on peut te remercier. Merci beaucoup pour cet entretien. Ben, merci à vous, surtout parce que c'est quand même grâce à elle aujourd'hui que je peux continuer d'avancer, quoi. Donc merci du fond du cœur.